Bonsoir et bienvenue à cette 11e édition du Forum européen de bioéthique. Alors une édition qui est assez particulière, on ne va pas se le cacher, qui est particulière à bien des égards. Tout d'abord, la thématique. La bioéthique en temps de crise, c'est une thématique qu'on n'a pas vraiment choisie, c'est une thématique qui nous a été imposée. Nous avons tous été marqués par cette pandémie qui continue de nous marquer encore aujourd'hui. Et elle générait quotidiennement un questionnement bioéthique dont nous nous sommes emparés, tout simplement parce qu'il y avait besoin de réintégrer la question de l'être humain au sein de cette thématique complexe. Et c'est pour ce faire que pendant toute une semaine, nous allons ensemble traverser les différentes questions de la bioéthique soulevées par cette crise. C'est une édition particulière aussi parce que c'est une édition qui est tout numérique. Crise sanitaire oblige, bien évidemment nous n'avons pas la chance de pouvoir accueillir cette année du public, d'avoir ce contact charnel qu'on avait habituellement, mais ce n'est pas grave parce qu'on est là, fidèle au poste, et que je suis sûr que le public également, et c'est pour ça que donc, tous les jours, pendant une semaine, on va se retrouver en live, on va également pouvoir revoir les vidéos en replay à partir du lendemain. Et j'espère, et c'est mon vœu le plus cher, que tout au long de cette semaine, on puisse maintenir un degré d'interaction avec le public, une interaction qui est un peu l'ADN du Forum européen de bioéthique, une manière de pouvoir échanger, de pouvoir recueillir l'opinion du public, de pouvoir laisser la place à tous ceux qui veulent s'exprimer. Donc il y aura bien évidemment plusieurs manières de pouvoir interagir avec nous, que ce soit sur le fil d'actualité avec des questions écrites ou que ce soit aussi une intervention sous la forme d'une visio. C'est aussi une édition particulière parce que c'est probablement un des rares événements culturels qui a lieu en ce moment. Et je fais partie de ceux qui pensent que la culture est aussi vitale que l'air qu'on respire ou que l'eau qu'on est susceptible de boire. Donc je suis très fier aujourd'hui de pouvoir avec toute l'équipe du Forum européen de bioéthique, vous proposer pas seulement une activité culturelle, mais une réunion, un débat citoyen dans lequel on va faire intervenir des orateurs très prestigieux et qu'on aura le plaisir d'écouter. Et avoir un peu de culture en ces moments si troublés, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est aussi un forum qui se veut toujours plus inclusif. Déjà, l'année dernière, nous avions implémenté le sous-titrage pour les sourds et les malentendants. Et cette année, on a voulu rajouter également la traduction en langue des signes pour que tout le monde puisse avoir accès gratuitement, librement, sans inscription, à tous les débats du forum. C'est aussi une édition singulière parce que cette année, peut-être plus que les années précédentes, le forum est nécessaire. Il est presque thérapeutique, si je peux essayer. C'est-à-dire que, en fait, c'est noué au fil du temps, pendant presque une année, des questions souvent très graves, avec des enjeux humains très forts. Et c'est peut-être notre rôle aussi, avec tous les orateurs et tous les intervenants que l'on va pouvoir accueillir, d'essayer d'aller dénouer, d'aller détricoter ce qui s'est inscrit au fond de nous, parfois de manière très traumatisante, sans qu'on ait eu le temps ni de comprendre forcément, ni de métaboliser des éléments aussi complexes que ceux de la crise de la pandémie de cette année. C'est aussi dans les moments les plus troublés et les plus difficiles que l'on est content de retrouver les soutiens historiques qui nous ont fait confiance depuis maintenant 11 ans et qui ont renouvelé cette confiance auprès de nous, et qui nous ont permis, qui nous permettent de réaliser dans les meilleures conditions possibles ce débat public. J'ai nommé bien évidemment la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Strasbourg. Je vous propose maintenant qu'on puisse écouter leurs représentants. Vous savez, je crois que notre société, le fait de vivre ensemble, nécessite que l'on puisse échanger, discuter, débattre pour définir ce qui est autorisé ou interdit, mais surtout d'arriver à poser des limites sur ce qui relève de l'acceptable ou de l'inacceptable. Ce qui est éthique ou ce qui ne l'est pas finalement.
Et la bioéthique nous permet justement de poser ces limites collectives pour permettre de soutenir le progrès scientifique et de le transposer dans notre société. La science a ses règles, qui ont d'ailleurs pu récemment être oubliées, contestées par certains, notamment à la suite de l'épisode de coronavirus que nous avons connu. On pourrait souhaiter aller plus vite parfois, mais l'existence d'un cadre de référence nous garantit justement de pouvoir aller plus loin. C'est tout cela pour moi la bioéthique. Le dialogue, la contradiction, l'argumentation, le progrès, la protection, l'humanisme, l'humain finalement. Pour moi, c'est un vrai temps fort, important, intense pour notre région et qui permet de faire de Strasbourg, le temps d'une semaine, la capitale européenne, voire mondiale, osons le terme, de la bioéthique. Initié, vous le savez, il y a maintenant 11 ans, ce forum offre à un large public des conférences, des débats de haut niveau sur un thème choisi, chaque fois en lien avec les enjeux contemporains, je devrais même dire les enjeux du jour. Ils permettent d'élever le débat pour sortir des croyances, des facilités, grâce à des débats qui s'appuient sur les résultats de la science. En tant que médecin et président de région, un tel espace d'échange me paraît vraiment fondamental, essentiel. Et je tiens chaque année à participer d'une manière ou d'une autre au lancement de ces travaux et à en lire surtout les principales conclusions, parce qu'elles me nourrissent comme homme, comme politique, comme citoyen. Vous savez, avec l'ensemble des outils d'information aujourd'hui dont nous disposons, certains sont fiables, d'autres moins, il est important de proposer aux citoyens de tous les âges des espaces, des outils pour que le débat s'installe de manière éclairée et sereine. Sur tous les sujets, d'ailleurs, même s'ils prêtent à discussion. Le débat, la contradiction sont deux éléments majeurs pour une démocratie, pour notre démocratie et surtout pour la science. Dans un cas comme dans l'autre, il convient que les règles les régissant soient connues de tous et appliquées par tous dans le respect des opinions et des différences. Comme la recherche scientifique d'ailleurs, le débat démocratique est fait pour faire avancer la société. Il n'est pas de progrès sans débat, vous le savez parfaitement. Ainsi, soutenir les débats science et société, c'est promouvoir tout simplement la démarche scientifique, c'est défendre la démocratie. Et donc je vous souhaite de bons travaux et vous remercie vraiment de votre attention. L'Eurométropole soutient ce forum européen de la bioéthique depuis de longues années. Personnellement, j'ai eu l'occasion de suivre à plusieurs reprises un certain nombre de débats qui m'intéressent, qui m'ont toujours beaucoup plu. Et donc, je suis heureuse, au titre de ma présidence de l'Eurométropole de Strasbourg, d'apporter ce soutien à des débats qui, cette année encore, seront riches et importants et attendus. Ils sont importants pour nos concitoyens qui sont nombreux à fréquenter ce forum, particulièrement le programme de cette année qui touche la crise sanitaire et comment nous l'avons vécue, et des questions éthiques qui se posent pour le personnel médical, pharmaceutique, les fabricants de tests, etc. Ces questions, nous avons besoin de les débattre. Et donc, je me réjouis du programme de cette nouvelle année 2021. Je me réjouis de l'intervention de tous ces sachants, experts, scientifiques et du débat avec les citoyens de l'Eurométropole et de la ville de Strasbourg, parce qu'il est important que ces débats se tiennent. Les questions éthiques doivent se poser, pour les décisions publiques aussi, et globalement dans le domaine de la santé et de la biologie. Alors je connais au fil des années la qualité des débats, oui, je ne peux qu'encourager le plus grand nombre à suivre cette thématique, je le répète particulièrement cette année, sur la question de la bioéthique en temps de crise, crise sanitaire, crise sociale, crise qui renforce des fragilités, qui suscite beaucoup de questionnements, d'introspection, qui stimule plein de fragilités diverses, et donc il est important, je me réjouis que ces débats se tiennent et on se sent moins seul quand on débat.
Donc au nom de la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, je suis très heureux d'ouvrir ce forum de bioéthique. J'aimerais d'abord saluer le professeur Israël Nizan qui a été à l'initiative de ce forum et Aurélien Benouaïd qui a repris le flambeau de ce travail. C'est vrai que la crise et le thème qui a été choisi s'impose à nous, comme cette épidémie. Je me rappelle fin mars et début avril, lorsque on était sous la vague du Covid, lorsque on avait près de 600 personnes hospitalisées à l'hôpital, dont 200 en réanimation, on s'est posé ces questions, qui est une question éthique fondamentale. Est-ce qu'on va être amené à choisir les gens? Heureusement, on n'a pas eu à choisir à Strasbourg et en France, mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse réfléchir à ce qui s'est passé. Et pour moi, le Forum du bioéthique est un lieu maintenant où on va pouvoir respirer, se poser les questions sur ce qui s'est passé, sur ce qui va advenir. Et donc, pour la ville de Strasbourg, c'est très important d'associer les citoyens à ces questions de l'éthique et de la bioéthique en particulier, parce que la santé est dans l'histoire de Strasbourg et dans notre projet politique, associer les citoyens est fondamental. Et donc aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est voilà, fallait-il imposer le masque tout le temps, partout, dans les parcs, dans les espaces verts? Fallait-il mettre des masques ou ne pas les mettre? Fallait-il tester ou ne pas tester l'ensemble de la population? Fallait-il protéger les personnes âgées en restreignant leur liberté? Fallait-il contraindre l'ensemble de la population pour ne pas avoir à choisir? Voilà. Et donc le forum, je l'ai vu, va répondre à toutes ces questions avec des scientifiques. Parce que c'est très important d'avoir le citoyen, le scientifique, pour poser ces questions, et le politique, pour être dans cette interface, parce qu'aujourd'hui, on voit que les théories du complot, que les questionnements sur les vaccins sont très importants. Mais je suis persuadé qu'en travaillant ensemble, en échangeant ensemble, ce que le forum va faire, on va réussir à avoir des éléments positifs de cette crise, le dépasser et arriver ensemble à se poser les bonnes questions, les questions éthiques, les questions philosophiques, les questions sociales, pour arriver ensemble à pouvoir se projeter vers un avenir qui sera plus positif pour tout un chacun. Alors, la ville de Strasbourg le soutient bien sûr financièrement par des subventions, historiquement et bien sûr aujourd'hui encore. Elle le soutient en termes de communication, en termes de mise à disposition de salles et de moyens. Mais surtout, elle s'engage par ses élus qui vont intervenir lors des différents colloques. Elle s'engage aussi bien sûr en accompagnant ces questions, en les reprenant aussi dans nos discours, comme je le disais, un engagement très fort de notre équipe municipale, écologiste et citoyenne, c'est d'engager les échanges. C'est un immense plaisir pour moi que de participer à cette séance d'ouverture de la 11e édition du Forum européen de bioéthique. Et jamais dans mes rêves les plus fous, je n'avais pensé que cette initiative perdurerait et qu'elle intéresserait autant les Strasbourgeois. Et tout le monde m'avait dit « c'est de la médecine, c'est de la science ». On ne comprendra rien. Et le fait est que la demande, l'appétence du public a été telle que ça nous a encouragés à véritablement continuer cette aventure. Et lorsque nous nous sommes posé la question de la thématique, c'était à peu près l'année dernière, vers le mois de juin, on avait évoqué le Covid, bien sûr, parce qu'on était en fin de premier confinement. Et quelqu'un avait dit parmi nous, ça n'intéressera plus personne parce que ce sera fini depuis longtemps. Hélas, plusieurs mois plus tard, on y est toujours. Et les questionnements bioéthiques,
liées à cette crise, mais à toutes les crises d'ailleurs, nous intéressent tout particulièrement et vont faire l'objet de toute cette semaine de débat avec un programme époustouflant. Nous commençons ce soir par accueillir pour la conférence inaugurale, qui va être plutôt un débat, un homme qui est un très grand médecin tout d'abord, Jean-François Delfraissy. Jean-François Delfraissy, sa spécialité initiale, c'est la virologie et la santé publique. Et il a su non pas rester cantonné dans la partie technique, scientifique de son métier, mais aller au-delà. Et je dois dire que Jean-François est un très grand humaniste qui a une expérience considérable de ce que peut être et doit être le débat bioéthique dans notre pays. De fait, c'est lui qui préside depuis plusieurs années le Comité consultatif national d'éthique. Et je dois dire que la France a été un des premiers pays à avoir un Comité consultatif national d'éthique pour conseiller, pour réfléchir, pour mettre toutes les pensées, toutes les postures autour de la table. Et c'est Jean-François Delfraissy qui dirige aujourd'hui et préside aujourd'hui le Comité consultatif national d'éthique. Mais je dois dire que dans la situation actuelle, il est presque dans un grand écart entre sa posture de président du Conseil scientifique à la demande du président de la République et de président du CCNE. Alors il a dit qu'il quittait provisoirement ses fonctions de président du CCNE, mais c'est pas possible, Jean-François. C'est pas possible de perdre cette casquette-là de praticien de la bioéthique. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cette crise, tu es celui qui, à mes yeux, représente le mieux la démocratie sanitaire. Alors je sais que ça va te faire rougir, je sais que tu ne seras pas d'accord, je sais que tu n'aimes pas qu'on dise des choses comme ça, mais il n'en est rien. Je suis très heureux de pouvoir, avec Aurélien Benoualid, qui me succède à la présidence du Forum européen de bioéthique, te transmettre les multiples questions que tout le monde se pose. Non pas des questions techniques sur est-ce qu'on va confiner, est-ce qu'on ne va pas confiner, qui sont, j'allais dire, un autre rayon de tes avis, mais sur les implications bioéthiques de cette crise et sur le fait que jamais on n'ait parlé autant de bioéthique que ces derniers temps. Il suffit d'ouvrir le journal télévisé pour avoir des sujets extrêmement importants. Et donc, Jean-François, je vais te laisser la parole, après quoi, entre Aurélien et moi, nous essaierons de serrer les questions des nombreuses personnes qui suivent en direct, puisque la salle est vide aujourd'hui, et c'est très malheureux parce que il y a beaucoup de convivialité dans le forum, mais je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui se poseront, et je voulais d'emblée te laisser ouvrir ce forum européen de bioéthique en donnant un peu ton sentiment sur ce que modifie cette crise en matière de débat bioéthique dans notre pays. Merci Israël, bonjour Aurélien, bonjour à tous, et pour ces mots très chaleureux. Vous savez tout l'intérêt, d'abord c'est une amitié, et puis tout l'intérêt que je porte et que le CCNE porte à cette superbe initiative de Strasbourg, et qui est portée maintenant depuis de nombreuses années. Et mon premier regret de la crise, c'est de ne pouvoir être avec vous à Strasbourg, tout simplement. C'est le premier point. Alors, juste peut-être, parce que, me semble-t-il, je crois que c'est un de mes grands prédécesseurs, Jean Bernard, qui disait que la réflexion bioéthique ne peut commencer que quand elle s'appuie finalement sur une bonne connaissance de la science. Et que sinon, voilà, dans cette discussion qu'il y a autour de bioéthique et science, il faut que les gens se connaissent, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que la bioéthique doit être portée finalement par des
par des spécialités, par des hommes, des femmes qui sont d'origines différentes et qui se réunissent. Petite difficulté de connexion. Alors, ce sont les aléas de la crise sanitaire. Vous connaissez tous ça. Donc, on va très bientôt retrouver Jean-François Delfraissy qui se reconnecte. Mais bien évidemment, voilà, on a tous connu ces moments un peu compliqués. Alors, ça se remet rapidement, bien évidemment. En tout cas, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. On a essayé d'articuler un petit peu les points les plus saillants de ces questions autour de 4 axes que je présente très brièvement, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Jean-François Delfraissy. C'est premièrement, tout d'abord, la santé à tout prix. C'est vrai que le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, on en a beaucoup entendu parler. La tension générationnelle, entre les plus âgés et les plus jeunes notamment. La relation entre le scientifique et le politique. L'idée justement de démocratie sanitaire, cette espèce de triangulation entre le politique d'un côté, l'expert de l'autre et le citoyen. Et puis tous ces enjeux dans lesquels on ressent une forte tension entre l'éthique et la politique. Donc tous ces aspects-là vont être débattus tout au long de la semaine. Et c'est vrai qu'on a essayé d'échelonner jusqu'à samedi soir prochain ces thématiques. On aura le temps de revenir plus longuement avec plus d'intervenants pour aller vraiment au bout des choses, histoire de dénouer un petit peu, de décrisper peut-être certaines tensions. Donc, est-ce que vous m'entendez ? Voilà, on est encore en train de se connecter. On me dit dans l'oreillette. De Wi-Fi ou de... Alors ça y est, je crois qu'il est reconnecté. Alors, excusez-nous pour ces petits dérangements, ces menus dérangements. Voilà, d'ici quelques secondes, on m'informe. Vous pouvez déjà préparer vos questions. Voilà, ça y est, il est apparu sur l'écran à nouveau. Il est revenu. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Oui. Ah, voilà. Donc, je reprends rapidement pour dire que toute grande crise sanitaire est une crise qui est sanitaire, bien sûr, mais qui devient très vite sociétale, économique et on le sait, politique. Et je recommande la lecture, finalement, de la grande crise de l'épidémie de peste à Marseille. C'était déjà Marseille, si je peux m'exprimer ainsi, qui, en 1720, et qui pose la base d'une série de questions qui se sont posées, finalement, 2 siècles et demi plus tard, enfin presque 3 siècles plus tard, et qui doit nous faire réfléchir, d'ailleurs, sur à la fois l'importance reconnue, et je suis un homme de l'innovation, mais aussi les limites, puisque les réponses à ce type de grande crise se trouvent avec quelque chose de simpliste, de très grossier, qu'on a déjà utilisé 2 fois et qu'on utilisera peut-être une 3e fois, qui est le confinement. Alors, juste pour vous dire que, sans rentrer dans les aspects scientifiques, qui n'est pas l'objet de notre discussion de ce soir, mais pour quand même qu'on se situe où on en est. Eh bien, je considère qu'on est dans un drame, puisque c'est un drame, en 3 actes pour l'instant. Un premier acte qui a été, je dirais, un acte de sidération autour de l'arrivée du virus, du premier confinement, du déconfinement, et qui nous a menés jusqu'à juillet, somme toute assez bien accepté, avec une compliance assez remarquable des populations françaises, même si ça a été extrêmement difficile pour certains, mais parce qu'avec l'idée que c'était quelque chose d'aigu, et que somme toute, et c'est ce que disait Israël, on allait terminer avec l'été. Puis ensuite, il y a le deuxième acte qui démarre avec la fin du déconfinement, l'été, tout le monde en a assez, on se revoit, on s'embrasse,
on refait du sens commun. On est humain, tout simplement. Et on aboutit, à partir de septembre, à cette deuxième vague qui arrive, que nous avions malheureusement prévu, et qui nous conduit à un deuxième confinement ce dernier trimestre, avec les différentes séquences du couvre-feu, puis d'un confinement, puis de nouveau du couvre-feu. Vous vous rendez compte, ces mots terribles, confinement, couvre-feu, on vit avec là maintenant depuis presque un an. Et le troisième acte arrive avec 2021, un acte d'espoir, hein, avec l'arrivée des vaccins de façon beaucoup plus rapide qu'on ne l'avait imaginé, et somme toute avec une stratégie vaccinale. On vaccine les plus anciens d'abord pour les protéger. Le vaccin est là pour sauver des vies, et on s'oriente, entre guillemets. On a encore des points d'interrogation sur la tolérance de ces vaccins, sur la durabilité de l'effet de ces vaccins, mais on s'orientait début janvier vers une fin de sortie qui en Europe était globalement se situait à l'été. Et arrivent au cours des dernières semaines les nouveaux variants. Les variants anglais, les variants sud-africains, les variants brésiliens, les variants californiens, qui arrivent tous en même temps d'ailleurs, et c'est probablement pas un hasard, vous l'avez bien compris. Ces variants étaient surveillés depuis longtemps, et une des particularités qu'on disait au niveau scientifique était qu'heureusement que ce virus n'avait pas de variations importantes. Et là, on tombe sur des variations importantes avec deux enjeux majeurs que vous avez bien compris. Le premier, c'est que ces virus se transmettent beaucoup plus que le virus initial. De ce fameux R0 que vous connaissez tous maintenant, il passe de 1 à 1.4 ou à 1.5. Puis deuxièmement, on a un certain nombre de doutes sur la capacité des vaccins à neutraliser ces nouveaux variants. Donc probablement, ils peuvent neutraliser le variant anglais, et on ne sait pas encore sur les autres variants complètement. Donc, la donne est totalement changée depuis 3 semaines, et je pèse mes mots, puisque nous avons d'une part un espoir extraordinaire avec l'arrivée des vaccins, et c'est fondamentalement comme ça qu'on va s'en sortir, et puis d'un autre côté, l'arrivée de variants qui laissent supposer que ces virus sont encore plus intelligents ou diaboliques qu'on ne le pensait, puisque devant une pression de sélection et face à une réaction immunitaire, soit de l'individu, soit d'une population, ils sont capables de trouver les méthodes pour échapper à cette sélection et à cette élimination en mutant et en devenant ces fameux mutants dont je viens de vous parler. Donc nous en sommes là, et avec une situation où la France est plutôt en bonne position par rapport à d'autres pays européens, y compris des très bons élèves comme nos voisins et comme vos voisins en particulier, l'Allemagne, la Suisse, qui sont dans des situations beaucoup plus tendues que nous. Mais cette situation elle est trompeuse. Elle est trompeuse. Elle est relativement stable depuis un mois. Les fêtes se sont finalement bien déroulées. Mais le variant anglais est en train de pénétrer largement en France. Les dernières données montrent qu'on est déjà à 10% en région parisienne, et il ne va faire que croître. Et en grandissant, on va se retrouver dans une situation extrêmement difficile, comme nos voisins anglais, irlandais, danois, allemands, belges, espagnols, portugais. La France ne sera pas un îlot à part dans le reste de l'Europe. Elle ira vers aussi une évolution vers la gravité, entre guillemets. Et les prévisions, les modèles de prévision que nous avons permettent d'envisager, enfin malheureusement, ce type de situation vers la mi-mars. Et la question posée, donc, pour le gouvernement est de quand, comment, quel type de restrictions, de nouveau, faut-il prendre pour éviter, pour tenter de limiter, finalement, l'impact de ne pas se retrouver mi-mars 2021 comme nous étions mi-mars 2020. Donc j'ai bien conscience qu'en vous donnant cette introduction un peu très sanitaire, et je m'en excuse, Israël, mais on va revenir à des questions, je dirais, éthiques, mais il ne serait pas non plus éthique de ma part, dans une certaine mesure, de ne pas vous donner exactement où nous en sommes actuellement. Alors,
quelles questions, finalement, je vois qui se sont posées, je vais en aborder certaines, et vous, Israël et Aurélien, vous pouvez me reprendre quand vous voulez en me posant certaines questions, et je suis évidemment à votre disposition. Fondamentalement, toute maladie est injuste, mais cette Covid-19 est particulièrement injuste, je dirais, particulièrement injuste. Il touche les personnes les plus précaires à la fois au niveau santé, les plus âgés, ceux qui ont des pathologies associées, et les plus précaires aussi socialement. On sait que toute crise ne fait que accentuer, je dirais, les différences déjà qui existent en termes de santé publique. Vous savez qu'il y a cette image terrible du RER parisien, du RER nord-sud, et si on est au sud, on a 8,5 années de survie supplémentaire par rapport aux personnes du 9-3. Eh bien, pour Covid, c'est la même chose. C'est-à-dire que la mortalité, morbidité dans le 9-3, elle a été beaucoup plus lourde que dans d'autres départements. C'est la même chose sur les quartiers nord de Marseille, et c'est probablement aussi la même chose si vous avez une analyse un peu fine de granulométrie de votre population sur Strasbourg. Donc, c'est comment, finalement, la bioéthique, sur cette injustice totale apportée par Covid, comment s'est-elle trouvée au cœur du réacteur, et comment, en particulier, dans les différents points que je vais aborder maintenant, comment elle a pu apporter à la fois une forme de réflexion dans les tensions successives, puisque la bioéthique est fondamentalement construite sur la tension et non pas forcément dans un choix ou dans une décision à prendre, comment s'est-elle trouvée au cœur du réacteur. Alors, juste quelques points, et on pourra les aborder, parce que ce qui compte, c'est vos questions, c'est le dialogue je vais vous donner un listing de points qui n'est pas exhaustif. Alors, le premier, la santé avant tout. Ça a été annoncé, c'est le choix du conseil scientifique que j'ai l'honneur de présider. Ça a été suivi par le politique. La santé avant tout. Protéger au maximum la mortalité, la morbidité. Mais finalement, au nom de quoi est-ce que c'est tenable sur le long terme? La santé plus que l'autonomie, la santé plus que la liberté individuelle, la santé qui oblige à des lois de crise sanitaire successives et qui nous mettent dans un contexte de lois de crise sanitaire extrêmement difficiles. Finalement, est-ce que... Apparemment, c'est justifié. Pour un médecin, c'est pleinement justifié. Réduire le niveau de mortalité, protéger le système de soins hospitalier, permettre aux autres pathologies d'être prises en charge. Mais finalement, sur le fond, est-ce que la santé avant tout peut-il être... Est-ce qu'il faut qu'il y ait un accord, en tout cas un accord, pas seulement des politiques, mais un accord social sur cette vision? Nous l'avons eu jusqu'à maintenant. Ceux qui avaient fait des choix un peu différents, comme la Suède, je m'aperçois qu'ils sont revenus aussi à ce choix-là. Mais c'est une vraie question. Deuxième question, l'enjeu générationnel. La santé avant tout, oui, mais on sacrifie une génération, la génération des plus jeunes, pour sauver, entre guillemets, tenter de sauver et de réduire la mortalité sur la population la plus âgée. Sauver les plus âgés en sacrifiant les plus jeunes. Et si on laissait vivre les plus jeunes en sacrifiant les plus âgés? Vaste question. Vous voyez bien le changement total que ça pourrait représenter. Alors, on a assumé, et je l'assume totalement, ce choix, et qu'on a conseillé. Le conseil scientifique ne prend aucune décision, c'est bien le politique qui les prend. Et on a assumé ce choix-là. Mais plus je vais dans la crise, et on y est à 1 an, et on sait, je vous ai indiqué qu'on y était pour longtemps encore, même si la sortie des vaccins est quand même notre objectif, on ne pourra pas continuer à prendre des décisions, je dirais, très, très globales et qui cassent une génération dans une certaine mesure, au nom, finalement,
réduire la mortalité chez les plus âgés. Enfin, il y a un vrai questionnement qui se pose et que je serais heureux d'ailleurs de discuter avec vous. Troisième point, c'est une vision, et dans la réponse qui est donnée ou dans la réponse du citoyen, en permanence, on a ce débat entre une vision de réponse individuelle de chacun d'entre nous, à la fois de se protéger, de respecter les gestes barrières, de respecter les différentes règles du confinement, par exemple, de respecter l'isolement quand on est infecté. Ceci versus une vision plus collective. Et parfois, les visions individuelles et les visions collectives, il faut souhaiter qu'elles soient évidemment ensemble. Elles ne le sont pas toujours. Ce n'est pas un problème de génération. On trouve à la fois, les enquêtes le montrent bien, dans l'ensemble des extrêmes des générations, des visions, c'est la vie, hein, des visions individuelles ou des visions collectives. Quelques autres points, et ensuite on passera sur une série de dialogues ou de questions. Évidemment, une question qui s'est posée, pour moi en particulier, pour le Conseil scientifique dans son ensemble, c'est la relation entre science scientifique et politique. Comment la science peut-elle conseiller, entre guillemets, le politique au plus haut niveau? Est-ce que c'est un prétexte pour le politique? Comment on trouve une autonomie d'un conseil scientifique? Avec des notions, quelques notions sur lesquelles je crois on reviendra lors d'un débat plus spécifique. Mais la notion du temps n'est pas la même. Les médias, c'est quelques heures, le politique, c'est quelques jours, et la science, c'est des mois de construction. Hein. Quand on annonçait au président de la République que pour avoir des résultats scientifiques, il allait nous falloir plusieurs mois, qu'on avait trouvé les médicaments sur le VIH en 15 ans, en l'hépatite C en 8 ans, le vaccin contre Ebola en 18 mois, et qu'il demandait des résultats en quelques semaines, et ben la réponse était non, c'est pas possible. Hein. La notion du temps n'est pas la même. La notion du doute n'est pas la même. Hein. La science, pour une construction, et c'est vrai aussi en éthique, hein, on doit douter. Si on ne doute pas, ça veut dire qu'on n'est pas un bon scientifique dans une certaine mesure. Le médecin doute aussi, à un moment donné, il doit décider. Hein. On doit être opérationnel, bien sûr, mais on doit douter. La construction même intellectuelle de nos politiques, qu'il s'agisse, en tout cas des politiques parisiens, je dirais, hein, qu'il s'agisse, et alors qu'ils sont formés d'ailleurs à Strasbourg et en particulier à l'ENA, fait que le doute est moins dans leur construction intellectuelle. L'immense majorité des très hauts fonctionnaires ou des politiques qui nous dirigent, qui sont tous très brillants, là n'est pas la question, mais n'ont pas cette notion du doute, n'ont pas passé une thèse de science, n'ont pas fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est une grosse différence, par exemple, par rapport à la classe politique allemande, hein, qui et en général, Angela Merkel en est un bon exemple, est issue de la notion de doctor. Hein. En France, on est dans un autre processus avec une construction qui est différente. Donc la relation entre scientifique et politique sur ce sujet est un vrai débat sur la notion du doute. Puis il y a la notion d'autonomie, hein, comment on construit une autonomie d'un conseil scientifique qui doit à la fois aider l'idée d'un 3e pouvoir médical, et oubliez-la, c'était une idée des médias, mais qui doit pouvoir éclairer le politique. C'est le politique qui décide, mais qui doit aussi pouvoir choisir ses sujets, donc s'auto-saisir d'un certain nombre de sujets, et puis surtout les rendre publics pour les citoyens, rendre ses avis publics pour les citoyens, chose que nous avons fait d'emblée, avec parfois un certain délai. Les Anglais ne l'avaient pas fait, je le rappelais l'autre fois, et le comité scientifique anglais, par exemple, initialement était anonyme, hein, pour être préservé. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Moi, je suis la cible de beaucoup de choses dans différents médias ou sur les sites web, mais ça n'a pas d'importance. Je préfère qu'on sache qui est le président du comité scientifique. C'est beaucoup plus sain dans notre démocratie. Et je préfère aussi que nos avis, on puisse les lire. On les lit ou on les lit pas, ça c'est autre chose, mais qu'ils puissent être en ligne. Alors, les derniers points peut-être, c'est... Évidemment, il y a science et médias, mais je pense que je vais passer rapidement là-dessus, pour m'arrêter un instant sur quelque chose que nous partageons tous, me semble-t-il, et qui a été rappelé par le président de région, qui est un médecin et un politique.
c'est la notion de démocratie sanitaire. Ce fameux triangle, et de démocratie en santé, si on veut l'appeler en tant que tel. Ce fameux triangle où nous avons, bien sûr, le politique qui décide, le savant ou le médecin ou le scientifique qui produit de la connaissance, et puis le citoyen qui peut parfaitement comprendre, y compris des sujets très difficiles, y compris les enjeux éthiques qui peuvent se poser sur tel ou tel type de questions, et qui doit participer à la construction, entre guillemets, finalement de la décision politique. Hein, chacun son rôle. Hein, c'est le politique qui décide. On est une très belle démocratie en France, restons-y d'ailleurs. Mais sur un certain nombre de sujets, on le voit bien dans le contexte de l'environnement, mais encore plus, me semble-t-il, dans le contexte de la santé. Encore plus. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et je sais que ça tient à cœur très fort à Israël également. C'est ce triangle de la démocratie sanitaire. Comment ça se construit? On s'est mis des outils, le CCNE, tu l'as rappelé, avait lancé et participé aux États généraux de la bioéthique en 2018 pour tout le dialogue autour de la loi de bioéthique. Et puis je m'aperçois que lors de cette crise sanitaire, eh bien, la démocratie sanitaire n'a pas été au rendez-vous. Elle n'a pas été au rendez-vous. Hein, c'est pas force de l'avoir demandé. Le Conseil scientifique avait demandé la création d'un comité citoyen. Il y a une sorte d'effet de sidération de la part d'un certain nombre d'acteurs. Le gouvernement n'a pas bien compris probablement l'importance que ça pouvait représenter de s'appuyer sur le dialogue avec la société civile, de les interroger. Enfin, moi, c'est des choses qui m'apparaissent d'une évidence absolue. On a eu plusieurs demandes, plusieurs insuccès là-dessus, de façon récente, heureusement d'ailleurs. Je vois deux aspects positifs, il n'est jamais trop tard pour bien faire. La constitution d'un comité citoyen en lien avec la politique vaccinale, et qui est au niveau du CESE actuellement. Et puis surtout, les régions ont mis en place, les grandes villes ont mis en place. Vous l'avez fait à Strasbourg, c'est fait à Lyon, c'est fait à Grenoble, c'est fait à Rennes, c'est en train de se faire à Bordeaux. Il y a un comité citoyen qui s'est monté à Paris. C'est-à-dire que finalement, et c'était peut-être une erreur de notre part, pourquoi un machin central encore parisien, etc. Restons les pieds sur le terrain, là où les enjeux se passent, et finalement ces comités citoyens, associés ou non d'ailleurs à des scientifiques, se sont montés sur place. Donc on a des éléments de réponse, mais qui se sont mis en place un peu tard, mais il faut dire qu'il y a eu une telle sidération en mars et en avril que tout ce qui avait été accumulé d'expérience n'a pas pu se faire. Enfin, dernier point, je dirais, c'est les deux derniers points, c'est évidemment, mais vous me poserez toutes les questions que vous souhaitez, c'est les enjeux de la vaccination. Hein. Fallait-il choisir finalement de vacciner les plus fragiles, les plus anciens pour de nouveau protéger des vies, sauver des vies, ou aurait-on pu avoir une autre stratégie, par exemple sur les soignants, hein, en se disant qu'on préservait, entre guillemets, finalement les soignants pour justement, en cas de crise, qui puissent être présents. Il me semble que compte tenu du mécanisme d'action des vaccins actuels qui protègent contre les formes graves et dont on ne sait pas s'ils protègent encore contre la transmission, ce choix m'apparaît plutôt judicieux. Je constate d'ailleurs qu'il y a un certain consensus et que dans l'ensemble des pays européens, finalement, les choix se sont faits de façon assez identique, d'ailleurs avec beaucoup de discussions communes entre les différents comités d'éthique. Enfin, tout ça, pour terminer, montre qu'au cœur de cette crise, les enjeux éthiques de santé publique, puisque l'innovation, somme toute, elle est au rendez-vous avec les tests diagnostiques, avec le vaccin, mais très peu sur la thérapeutique, puisqu'on n'en a pas, ou très peu. Donc les décisions tournent autour des décisions de santé publique. Hein. On confine pas, c'est-à-dire avec des choses assez barbares, assez rudes, un peu anciennes, enfin, dont on peut se demander qu'est-ce qu'elles viennent faire dans notre civilisation de 2020, et qui pourtant se sont avérées extrêmement efficaces. Et donc ces enjeux de santé publique posent par définition une série d'enjeux éthiques. Ça me frappe comment on construit la santé publique avec des tensions, et comment la construction de la bioéthique est un sujet de tension. Et donc, dans la réforme, me semble-t-il, qu'il devrait y avoir autour de la santé publique,
il ne faudra pas oublier que la bioéthique soit également au rendez-vous de cette nouvelle santé publique qu'il va falloir construire et que la nouvelle génération aura à construire dans les années qui viennent. Donc voilà quelques réflexions un peu en vrac, hein, et je suis bien sûr prêt à répondre à l'ensemble de vos questions ou à préciser certains sujets que j'ai pu aborder très rapidement. Jean-François Delfraissy, merci pour ces éclaircissements. Moi, j'avais une question. Ça doit fait 1 an qu'on est confronté à une situation d'un très grand degré de complexité, tellement complexe que probablement même les experts n'ont pas forcément la réponse à tout. Et nous, les citoyens français, les citoyens du monde, nous devons faire face à cette grande complexité et on ne peut que s'appuyer sur des avis d'experts. Et vous êtes président du Conseil scientifique contre la Covid-19 et je vous pose la question parce que on a besoin peut-être d'avoir un éclaircissement sur ce qu'est le Conseil scientifique. Est-ce que c'est un organisme qui est totalement indépendant? Est-ce qu'il y a un lien de subordination? Finalement, quel est le processus décisionnel? Comment ça se passe en réalité? Parce que je crois que c'est souvent dans cette ellipse, c'est-à-dire quand on ne sait pas ce qui se passe, que parfois la boîte à fantasmes roule à toute allure et qu'on imagine tout un tas d'interactions qui sont peut-être loin de ce qu'on peut, de ce qu'est la réalité. Et le deuxième point de ma question, c'est que c'est très bien, je pense qu'un conseil scientifique, on en a tous besoin parce qu'on est incapable d'avoir une idée claire là-dessus, mais est-ce qu'on peut tout à fait assimiler le conseil scientifique et le conseil médical? Je m'explique, dans la santé, dans la définition de la santé, on va au-delà effectivement de la santé à tout prix, de la survie, de l'espérance de vie. Et on constate bien aujourd'hui qu'il y a de nombreux autres aspects à la santé qui sont très impactés par cette crise. Ça va de la santé psychique à la santé professionnelle, à la santé sociale, à la santé économique. Et je me demandais si au sein du Conseil scientifique, il y avait aussi cette réflexion autour de la santé de manière plus globale ou si c'était vraiment ou véritablement un conseil très technique sur voilà le virus, il mute, statistiquement voilà ce qu'il faut faire, ou alors est-ce qu'on prend en considération l'être humain dans toutes ses dimensions? Et si je peux rajouter un codicile, Jean-François, à la question que vient de te poser Aurélien, tu as parlé de la part du doute et effectivement, on aimerait comprendre comment fonctionne le conseil scientifique. Est-ce que, en termes de démocratie sanitaire, avec l'habitude qu'ont les médecins d'hésiter, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, d'apporter des arguments en blanc, en noir, ce qui doit se produire au conseil scientifique, est-ce qu'il n'y aurait pas du sens à faire en sorte que les tenues du conseil scientifique fussent publiques? Alors, trois questions finalement autour du fonctionnement du conseil scientifique. Alors, pourquoi un conseil scientifique? Je vous rappelle qu'il a été créé, c'est une demande des plus hautes autorités de l'État. J'avais donné des signaux d'alerte sur la crise sanitaire fin février à l'Élysée, à la suite de ce que je voyais en Italie, des modèles que j'ai discuté avec de jeunes chercheurs à Pasteur et d'une réunion à laquelle j'étais à l'OMS mi-février pour la vision éthique de la crise. Hein. Déjà, c'était la seule réunion d'ailleurs qui a eu je dirais, ad nominem. J'avais été frappé par le fait qu'on avait extrêmement peu d'informations de la part de nos collègues chinois. Et je trouvais que tout ça faisait qu'il y avait beaucoup d'inconnus et qu'il était urgent de se dire mais est-ce qu'on n'est pas avec un énorme iceberg qu'on ne voit pas? Bon. Et donc, à partir de là, il y a une réunion de scientifiques qu'on me demande d'organiser à l'Élysée et qui a lieu tout début mars. Une trentaine de scientifiques d'horizons extrêmement divers, y compris des gens de sciences humaines et sociales, un anthropologue, enfin, donc tout cet aspect de sciences humaines et sociales. Et finalement, on sort de là avec une décision immédiate, le lendemain, on va monter un conseil scientifique. Et on me demande de le présider, alors que bon, voilà, je suis plus tout à fait un gamin, vous le savez, ça se voit. Et après tout, ça pouvait être quelqu'un de plus jeune. Et puis on dit non, parce que vous avez une expérience sur des grosses
je dirais, pandémies comme le VIH, comme Ebola. Et puis, vous êtes aussi, finalement, avec une vision de la bioéthique, et on sait que ces sujets-là. Donc, déjà, le mot de bioéthique était finalement déjà un peu au rendez-vous. Alors, à partir de là, on va faire des propositions. On est autour du 10 mars. Je vais faire des propositions de composition de ce conseil scientifique. Le ministre de la Santé va faire quelques autres propositions. On se met d'accord. Donc, clairement, j'assume. Hein, j'ai joué un rôle sur la composition de ce comité scientifique. Puis après, ça démarre très vite. Et on se voit, le comité scientifique, une fois. On a une réunion à l'Élysée sur laquelle c'est le démarrage, finalement, de discussions avec les politiques au plus haut niveau pour rentrer dans le confinement avec les étapes que vous avez compris. Alors, sur le mode de fonctionnement, on est 12. Il y a en effet des spécialistes qu'on attend, virologues, épidémiologistes, modélisateurs. Il y a aussi deux scientifiques de sciences humaines et sociales. Et j'y tenais parce que je savais que ça serait fondamental que la crise serait sociétale, avec une anthropologue et spécialiste des crises, et puis quelqu'un qui est professeur à Sciences Po et au CNRS, qui est un spécialiste des relations entre finalement système de santé et crise sanitaire. Et puis nous avons une représentante de la société civile qui est la présidente de l'association ADT Quart-Monde, qui est une des grandes associations dans le domaine de la précarité. Comment on travaille? Alors on a commencé, je vous dis, on s'est vu 2 fois, hein, des visus. Hein, ça a été miraculeux parce que de se voir déjà 2 fois, ça veut dire qu'on s'est vu, hein, quand même. Hein, on a pu démarrer. Bon, j'ai souhaité qu'on soit très vite raccroché aux autres instances qui existaient déjà en France, comme la Haute Autorité, comme Santé publique France, comme enfin les différentes agences sanitaires, comme le Haut Comité de Santé publique, dont le président est un membre à part entière du comité scientifique, et avec aussi des liens avec la Haute Autorité de Santé. Alors, ensuite, on s'est mis à travailler, et on avait, tout s'est fait par téléphone ou par vidéo. Souvenez-vous de cette période quand même très particulière de la mi-mars et jusqu'à la mi-avril. Il y avait un état de sidération complet avec ce premier confinement. Alors, pour répondre à la question d'Aurélien, est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Oui, on aurait pu. Le pouvoir aurait pu monter autre chose. Il aurait pu demander au niveau des différents présidents ou directeurs d'agences que je viens de nommer, plus les agences de recherche, ou demander, que sais-je, à l'Académie de médecine aussi de lui construire un comité scientifique. Hein. C'était une autre solution. Moi, comme vous le savez, j'ai été directeur d'agence de recherche, donc je sais bien l'avantage et inconvénient. Là, on est ad nominem et je dirais sans responsabilité à défendre autre que finalement la discussion d'ordre de nature scientifique et sur les citoyens. L'autonomie, elle vient de quoi? Elle vient, à mon avis, de 2 choses. Elle est d'abord difficile, c'est une ligne de crête pas simple, hein, vous pouvez l'imaginer, de relations avec le pouvoir politique au plus haut niveau, hein, puisque c'est le cas. Elle repose sur le fait qu'on peut s'autosaisir de l'ensemble des sujets, d'une part. Deuxièmement, que ces avis sont rendus publics. Et troisièmement, ça je peux vous le dire, je l'ai déjà dit publiquement, je n'ai jamais eu aucune pression pour modifier tel ou tel type d'avis. C'est un dialogue qui s'est réalisé dans des conditions parfois, je dirais, de discussion parfois même un peu tendues, mais très globalement dans une discussion qui était de très bon niveau avec nos politiques. Alors, le risque, c'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que si on n'a pas un peu de bouteille, c'est de tomber finalement, à force, je dirais, d'apporter un certain nombre d'éléments aux politiques au plus haut niveau, ou d'avoir une série de relations, je dirais, il ne serait-ce que par vidéo, pour chacun des membres. Pour moi, le premier, c'est de rentrer finalement trop dans le jeu et d'être un objet du politique. Hein. C'est un risque indiscutable, hein, je ne le nie pas. Alors, c'est l'avantage d'avoir un tout petit peu de bouteille, et puis on le voit bien, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'on a été souvent d'accord, disons-le, et puis parfois on a eu des désaccords. Hein.
Et vous vous souvenez très bien de cette période de septembre où j'avais, moi et l'ensemble d'ailleurs du conseil scientifique, dit que nous rentrions dans la deuxième vague, qu'il fallait prendre un certain nombre de décisions, que ces décisions étaient prises avec un décalage qui, à mes yeux, était trop important. Voilà. Et je ne vous cache pas que la période actuelle, et cette semaine en particulier, est une zone aussi possible où il peut y avoir éventuellement des visions un peu différentes entre la vision sanitaire et puis une vision qui est plus globale. Alors ça rejoint la dernière question. Est-ce que le conseil scientifique a une vision strictement sanitaire et médicale? C'est la question d'Aurélien. Eh bien là, non, je ne pense pas. Vraiment, alors, si on reprend l'ensemble de nos avis, vous avez vu qu'on a essayé en permanence d'avoir une petite musique sur, finalement, faire d'abord que l'ensemble des préconisations qui pouvaient être faites devaient respecter, je dirais, la décision de chaque individu, qu'on devait imposer le moins possible. Ensuite, on s'est intéressé beaucoup à des situations difficiles, les prisons, un certain nombre de situations dans le domaine de la psychiatrie, sur les populations les plus précaires. Enfin, il y a eu une série de points qui montrent que la présence, entre guillemets, qui sont les gardiens du temple, un peu de ça, de la santé au sens très large du terme, tel que l'évoquait Aurélien, sont très présentes dans notre tête. Il faut savoir que comment on travaille, chaque scientifique est tête de pont, je dirais, de sa communauté scientifique. Derrière, il interroge. Puis on a interrogé beaucoup de gens, on a beaucoup de réunions. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de psychiatre, par exemple, dans le conseil scientifique, c'est vrai. Inversement, on ne peut pas non plus l'élargir de façon complète. Il n'y avait pas non plus de vétérinaires, il n'y avait pas non plus de gériatres, mais on a énormément entendu les gériatres, on a entendu la vision vétérinaire. C'est-à-dire qu'il y a... Et puis, on a... Là, je viens de passer mon temps, par exemple, sur les 15 derniers jours, avec l'ensemble des conseils scientifiques européens vis-à-vis des variants, ou avec nos collègues sud-africains, anglais, etc. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit confiné, c'est un endroit qui se veut terriblement ouvert. Alors, est-ce que c'était la bonne décision? Je suis très mal placé pour vous répondre. Hein. C'est la vision que peut avoir le citoyen du rôle qu'on a pu jouer et qu'on continue à jouer. Je vous dis, un autre modèle aurait été possible. Alors, ce n'est pas l'objet ce soir, mais on en parlera alors peut-être de l'autre session. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Qu'est-ce qu'ont fait les autres pays? Et quels étaient les autres modèles possibles? Et je pourrais à ce moment-là vous en dire un petit peu plus. Voilà. Jean-François, un membre du comité d'éthique de l'INSERM, Pierre Lombraille, a explicité une posture différente sur les vaccins en disant nos jeunes, nos étudiants vont de plus en plus mal, tant sur le plan de leur santé mentale que du point de vue de leur santé physique. N'y aurait-il pas eu une certaine logique à vacciner nos étudiants en premier pour qu'ils puissent retourner dans leur faculté à leur cours et pour éviter les désastres et les dégâts que l'on peut observer sur cette population jeune. Et ceci rejoint une question qui nous est posée sur Internet par une jeune femme qui travaille en EHPAD et qui dit « Quel sens y a-t-il à vacciner une personne dont on sait qu'elle ne sortira plus jamais de sa chambre ?» Alors, est-ce qu'il ne faut pas questionner aussi le fait de vacciner les plus vieux et pas les plus jeunes? Si, c'est évidemment une très bonne question. Et c'est ce que j'évoquais dans mon avant-propos en vous disant qu'on a finalement fait un choix partagé, mais qui n'est pas, je dirais, comme tout choix, il demande à être expliqué, étayé et peut-être aussi à évoluer. Hein, on est parti avec une crise qui devait durer quelques mois, on est maintenant à 1 an et je vous ai indiqué que je la voyais durer encore de très nombreux mois. Donc une solution retenue à un temps donné face à une crise, il faut savoir être souple, fluide et extrêmement évolutif.
Néanmoins, sur la vaccination des plus jeunes, je pense là on revient à la science, parce que c'est toujours cette balance entre les données scientifiques et une vision plus sociétale et éthique. On ne sait pas, je voulais indiquer dès le départ, quelle est finalement l'efficacité des vaccins sur la transmission. On sait que les vaccins actuels, les 2 vaccins mRNA et probablement les autres vaccins qui vont arriver, ont une efficacité sur la survenue, la réduction de survenue de formes graves et de formes sévères. Difficile à comprendre hein, dans le grand public, et ceux qui nous écoutent, a priori un vaccin, dans votre tête, c'est ce qui vous protège pour ne pas être infecté. Hein. C'est vraiment ce que vous pensez, vous avez raison d'ailleurs de penser ça. Hein. Ben là c'est différent. Là, pour l'instant, les données que nous avons avec les 2 vaccins, en particulier mRNA, ils montrent que ça réduit de façon extrêmement significative la survenue de formes graves, en particulier chez les personnes qui font des formes graves. Et donc, il s'agit bien des personnes les plus âgées. Est-ce que ça agit sur la transmission du virus? Et si on parle maintenant de la population jeune, cette population jeune, elle ne fait pas de formes graves. Donc, un vaccin pour la protéger de formes graves, en termes de bénéfices-risques, oublions. Hein. L'intérêt pour la population jeune, c'est si ça agit sur la transmission et si ça réduit sur la transmission. Eh bien, ça, je ne le sais pas. Donc, pour répondre à la question de collègue de l'INSERM, eh bien voilà, il y a un fait scientifique sur lequel il faut d'abord résoudre, et on aura les données, je pense, sur le fait que ces vaccins jouent un rôle sur la transmission pas avant la mi-mars. Je pense qu'ils vont jouer une partie sur la transmission. Mais à quel niveau? Et puis après, en effet, avec ces données, on pourra se réinterroger sur la population la plus jeune. Donc, vous voyez qu'à partir d'une idée que je comprends parfaitement, il faut en permanence à la fois dans le Covid, mais c'est vrai, me semble-t-il, aussi sur un certain nombre de grands sujets de bioéthique, bien connaître la science pour bien poser les questions. Hein. Et là, sur les vaccins, c'est typique. C'est la même chose, je vais aller un peu plus loin, quand j'entends toute la discussion actuelle sur le passeport, hein, sur le passeport sanitaire ou sur le passeport vaccinal. Même chose, c'est-à-dire qu'une personne qui aura été vaccinée, qui aura une réponse vaccinale normale, qu'on peut étudier, qui est, mettons, une personne même âgée, voilà, sera-t-elle protégée contre la transmission? On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on l'a, pour l'instant, en protégeant les personnes les plus âgées, on les protège contre le risque de formes graves, on sauve des vies, hein, et en rapport bénéfice-risque, en termes de médecine, il n'y a pas d'ambiguïté. Je reviendrai ensuite sur la question que posait cette infirmière d'EHPAD. Et par contre, il faudra qu'on continue. Moi, le premier, j'ai été vacciné il y a une quinzaine de jours. On verra quand est-ce que j'ai la 2e vaccination. Eh bien, il faudra continuer à prendre des précautions, et ça ne me donne absolument pas un passeport, entre guillemets, pour me promener et faire ce que je veux. Le risque d'acquisition du Covid, il reste entier. Il reste entier pour l'instant. Hein. Ce qui est réduit, c'est la survenue de formes graves. Je passe un peu de temps là-dessus en étant un peu technique, je m'en excuse, mais parce que c'est une notion qui n'est pas encore bien comprise par l'ensemble de nos concitoyens, et je peux parfaitement comprendre pourquoi elle n'est pas bien comprise. Alors, on avait aussi une question de Dominique qui se pose la question de pourquoi ne pas exiger du gouvernement, alors je ne sais pas si vous êtes en posture d'exiger quoi que ce soit du gouvernement, de rouvrir les 75 000 lits de réanimation qui ont été fermés. Au-delà de la question, je pense qu'il y a la question effectivement du quoi qu'il en coûte qui a été souvent énoncé, c'est-à-dire le fait de pouvoir privilégier la santé à tout prix. Peut-être qu'en période, on va dire, de paix sanitaire, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, c'est peut-être pas ce qui a été fait par rapport à la prise en charge, notamment hospitalière. Donc, quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre les fermetures de lits de réanimation et l'attention hospitalière? En même temps, j'imagine qu'on a du mal à avoir un nombre de lits suffisant pour parer à toute pandémie. Mais j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Alors,
pour finir finalement sur le conseil scientifique, le rôle du conseil scientifique est de donner de l'éclairage, en particulier sur la crise Covid et dans son ensemble, à la fois très sanitaire bien sûr, et des interfaces entre sanitaire et société. Après, il n'est pas fait, d'abord il n'a aucun pouvoir ni opérationnel ni décisionnel, ce sont les politiques qui décident, et c'est tout à fait normal, hein. On est dans une fois de plus une belle démocratie en France, et donc la vision du conseil scientifique sur des problèmes de santé très générale, bien sûr qu'on en a une, bien sûr que j'en ai une, mais c'est pas l'objet là du conseil scientifique. Alors sur la question que vous posez, il faut, sur le nombre de lits de réanimation, est-ce que finalement si on avait un nombre de lits beaucoup plus élevé, est-ce qu'on pourrait prendre le risque, entre guillemets, de se dire, somme toute, on laisse les personnes s'infecter, on laisse les personnes âgées faire des formes graves, c'est pas si grave que ça, puisqu'on va les prendre dans des lits de réanimation. Aurélien, vous êtes médecin, vous avez particulièrement dans la région de Strasbourg eu une première vague extrêmement difficile, et vous savez la lourdeur extrême que représente un passage de Covid en réanimation, bien sûr pour le système de soins et pour les équipes, mais d'abord fondamentalement pour la personne, hein, avec un niveau de mortalité qui est élevé, et même pour ceux qui sont plus jeunes et qui ont un niveau de mortalité qui est plus faible, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Donc, je veux dire, tenter de résoudre, entre guillemets, je laisse le modèle tourner, de toute façon, j'ai un nombre de lits de réanimation qui serait, je dirais, extrêmement large, et finalement, je laisse les patients arriver en réanimation. Enfin, on en voit aussi les limites. Sur le nombre de Covid est arrivé, et je l'ai écrit avant Covid, hein, sur le sujet, dans un système de santé français qui avait été extrêmement réduit par nos gouvernements successifs en termes budgétaires et donc en termes de moyens depuis maintenant plus de 10 ans, avec plusieurs présidents de la République qui ont été durant cette période. On a voulu faire du système de santé un modèle économique et non pas un modèle qui répondait finalement fondamentalement à la santé de nos concitoyens. Donc ça arrive sur un modèle qui n'était pas au maximum de sa forme, et la réponse des soignants, et en particulier lors de la première vague, mais aussi de la deuxième vague, a été extraordinaire. Hein, et j'en profite pour les remercier là publiquement, je l'ai déjà fait, mais vraiment c'est absolument extraordinaire ce qui a été réalisé. Bon, est-ce que finalement avoir un nombre de lits de réanimation plus important aurait permis de changer la donne? Oui, un peu, sûrement. Hein, ça aurait permis de ne pas avoir ces tensions extrêmes, le limite un certain nombre de patients que vous avez eu dans l'Est qui est parti à Paris, qui est parti en Allemagne, qui est parti dans une autre série de choses. On aurait pu imaginer qu'avec un nombre de lits de réa un peu plus important, on aurait pu éviter ce type de transport. L'Allemagne, par exemple, qui a été souvent, en particulier lors de la première vague et de la deuxième vague, citée comme exemple, avec en plus, en disant, mais regardez, eux ont un ratio de nombre de lits de soins intensifs et de réanimation pour 100 000 habitants qui est supérieur à celui de la France. Pour être clair, la région parisienne est très privilégiée en nombre de lits et de réanimation et de soins intensifs, et à peu près au niveau de l'Allemagne. Et les autres régions françaises, bien sûr, il y a des disparités, sont nettement inférieures. Puis au-dessus de tout ça, il y a encore le modèle américain. C'est là où il y a le ratio de nombre de lits et de soins intensifs par 100 000 habitants qui est le plus important. Et vous voyez qu'après une phase, je dirais, qui a été très spectaculaire, où l'Allemagne a été le très bon élève de l'Europe, vous voyez qu'actuellement, son système de réanimation est au bord aussi de la congestion. Hein. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Alors, il y a une gestion dramatique de l'épidémie par une vision politique totalement néfaste. Mais c'est-à-dire que la réponse qui peut être apportée en disant j'ai plein de lits de réanimation et du coup, ça me permet que le système de soins ne soit pas en tension. Même, je dirais, les pays qui avaient ce ratio de nombre de lits de réanimation ne font pas face, et n'ont pas fait face. Enfin, le deuxième point, c'est que le nombre de lits de réanimation ne veut rien dire, et vous le savez parfaitement comme médecin, c'est surtout le personnel qu'il y a pour le faire tourner. Et donc,
on a été très limite en termes je dirais, d'appareils de ventilation. On a été très, très limite début avril. On a eu, dans la période là, que nous avions après le premier confinement, je me souviens très bien de cette période du 8, 9, 10, 11, 12 avril, où nos modèles montraient que, après le confinement qui avait été réalisé, eh bien, le nombre d'entrées en réanimation devait baisser à partir du 12 avril. Et je voyais le 9, le 10, je voyais encore monter, ça montait, ça montait, ça montait. Et je me suis dit, mais on s'est trompé, le modèle s'est trompé, il y a quelque chose qui ne colle plus. Et alors que là, les services étaient totalement saturés en région parisienne, qu'on avait déjà les TGV qui partaient sur un certain nombre de régions. Et le 12, on a vu, pour la première fois, un nombre qui n'augmentait plus. Puis après, ça a commencé à baisser très très doucement. Vous aviez eu le même phénomène dans le Grand Est. Donc, tout ça pour dire que, oui, un système de soins mieux armé, un système de soins avec plus de personnel, un système de soins avec un nombre de lits fermés qui est beaucoup plus faible, aurait permis de mieux accueillir et de mieux encaisser le choc du Covid. Je ne pense pas que l'ensemble, je dirais, à multiplier le nombre de lits de réanimation non utiles, entre guillemets, en période normale, changerait fondamentalement le problème. Jean-François, Catherine nous pose la question suivante. Ce troisième confinement se profile et je ressens un ras-le-bol général, une résignation qui tient, mais que l'on sent proche de l'explosion. S'il devait y avoir une désobéissance générale ou très majoritaire, quelle attitude politique et éthique ? C'est une question que je pense beaucoup de personnes se posent ces jours-ci. Et je pèse mes mots sur ce que je suis en train de vous dire. Nous ne la posons bien sûr au Conseil scientifique. Des mesures n'ont d'intérêt que si elles sont acceptées par la population. Ce qui compte, ce n'est pas les mesures, c'est finalement l'acceptabilité de ces mesures et la réalité de ces mesures. Tout ceci repose sur quelque chose d'absolument essentiel, qui est la confiance. Alors, dans la confiance entre le citoyen et le politique, la confiance entre le citoyen et ses médecins et les scientifiques, et bien sûr, la confiance entre le politique et les scientifiques qui le conseillent. Et ce climat de confiance, on voit bien qu'il n'est pas acquis d'avance. Le climat de confiance, il est absolument nécessaire, mais il se construit. Et si vous reprenez un certain nombre de nos avis, vous verrez que dès le mois de mai, après la période initiale de confinement et du déconfinement, on a beaucoup insisté sur cette notion de confiance, parce que pour être dans la durée, il faut qu'il y ait la confiance entre le citoyen et les personnes à qui il a confié, entre guillemets, soit une partie des décisions médicales et scientifiques, soit des décisions politiques. Et on voit bien que nous sommes actuellement dans un contexte de confiance qui n'est pas optimal. Alors, je pense que je n'ai pas évidemment la réponse à cette question très difficile. Voilà, à titre de personnel et au titre du conseil scientifique et même de président du comité d'éthique, plus on dit la vérité, plus on dit ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, les choses qui vont bien, les choses qui ne vont pas bien, c'est déjà, je dirais, une chose absolument fondamentale. En tout cas, moi, c'est ce qui a toujours conduit ma vie professionnelle, et qui se construit dans un, me semble-t-il, dans ce triangle qu'on évoquait tout à l'heure de démocratie sanitaire. Alors, est-ce que toutes les choses sont bonnes à dire ? C'est une deuxième question. Et je pense que oui. Je pense que même si parfois c'est des sujets extrêmement difficiles, même si ce sont des sujets inquiétants, à partir du moment où on prend le temps de les expliquer,
À partir du moment où on dit une fois de plus ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, il est fondamental, je pense, pour un médecin et un scientifique de dire qu'à certains moments, il ne sait pas, que la science ne sait pas. Et je pense que le public peut parfaitement l'accepter. Il faut qu'on soit parfaitement humble devant ce virus et qu'on avance avec humilité, je dirais. Eh bien, ça permet déjà, c'est un premier pas d'escalier qui monte doucement, mais vers un climat de confiance qui doit s'inscrire sur la durée. Ensuite, sur l'acceptabilité de mesures difficiles et de mesures de restriction, eh bien, ça fait appel aussi finalement au choix, aux choix qui doivent être partagés. Ce choix initial sur lequel j'ai insisté dans mon avant-propos, on a jusqu'à maintenant fait un choix de protéger la vie et la vie des plus anciens et des plus fragiles. Bon. On l'a fait dans une certaine mesure au détriment d'une population plus jeune, à qui on a restreint, bon, on n'a pas non plus cette population plus jeune qui est à très peu de risques liés à la maladie, elle est liée, elle a d'énormes risques liés à l'extra-Covid. Vous le disiez tout à l'heure, Aurélien, sur les troubles psychiques, sur le fait que de jeunes étudiants qui ne sont jamais vus, qui sont en première année et qui démarrent, enfin, c'est des choses auxquelles on est évidemment extrêmement sensible. On est donc dans un climat d'une tension, d'une vraie question de bioéthique, là, sur l'aspect générationnel, finalement, faut-il continuer à privilégier une vision autour de protéger les plus anciens et protéger la personne et la vie, ou au contraire, laisser une population plus jeune vivre au risque de contaminer évidemment beaucoup plus et d'entraîner une surmortalité. Alors, est-ce qu'on peut s'appuyer sur, quand on ne sait pas, quand on tâtonne, quand on n'a pas... est-ce qu'on peut essayer de trouver des éléments de comparaison? Il y en a deux. Le premier, c'est ce qu'a fait la Suède, qui avait fait un choix finalement très particulier. Vous le savez, ça nous a aussi été montré comme un modèle possible de réponse, où finalement de laisser vivre, entre guillemets, et avec une protection assez limitée d'ailleurs des anciens, où ils ont tenu jusqu'à septembre. Et vous avez vu que ce modèle suédois était souvent présenté comme un modèle optimal. Et puis à partir de septembre, devant la surmortalité de la population la plus âgée, devant les réactions très difficiles des familles qui avaient certes leurs enfants, mais qui aussi avaient leurs parents devant cette situation extrêmement difficile, eh bien, ils ont complètement changé la politique suédoise. On vient de le voir aussi en Angleterre, avec un Premier ministre qui a été touché, vous savez, par le Covid initialement lors de la première vague, et puis ensuite une Angleterre, UK, qui est dans le Brexit, qui part, et qui jusqu'à mi-décembre, où les enjeux économiques, les enjeux avec les pubs ouverts, l'absence de port de masque, finalement avait conduit à une forme aussi de forme de choisir de la liberté. Et puis il se trouve à partir de juste avant Noël, avec un niveau de mortalité qui est très difficile à tenir dans le temps. Moi, je connais bien les hôpitaux de Londres. Sur des grands hôpitaux, vous aviez là, et vous avez toujours en ce moment des files de 50 ambulances qui ne peuvent pas rentrer. On apporte l'oxygène dans les ambulances à l'extérieur de l'hôpital. On manque d'oxygène à Londres. Enfin, c'est des choses inimaginables. Bon, alors est-ce qu'on est capable de tenir ça? Et inversement, je le reconnais volontiers, on a une population jeune qui est en grande souffrance et une population globale qui, à mes yeux, est surtout fatiguée et se rend compte qui passe évidemment par des hauts débats, qui dit les scientifiques savent pas faire, les politiques savent pas faire, mais qui se rend compte fondamentalement que c'est le virus qui nous domine et que c'est ça qui prime et qui est très fatigué. Donc je dirais que la réponse que j'ai à donner ce soir, c'est que c'est 2 mois, 3 mois encore difficiles, et ensuite, fondamentalement, le vaccin va nous sortir de là.
Vous avez évoqué la confiance, et ça a ceci de particulier que la confiance, ça met énormément de temps à se tisser, et ça peut brusquement se déchirer. Moi, la question que je voudrais vous poser, et je pense aussi faire l'écho d'une question du grand public, c'est finalement la communication qui a eu lieu très tôt sur l'utilisation du port du masque. Quand on parle justement de transparence ou de dire ce qu'on pense être en tout cas la vérité à un instant donné, je crois que dans la population, en tout cas, il y a eu le sentiment d'avoir eu une communication qui n'était peut-être pas directement la communication scientifique, mais peut-être que c'était pas le cas. Et auquel cas, j'aimerais juste savoir quelle est votre vision de la chose. En tout cas, la communication sur les masques est, je dirais, une communication probablement en partie inadaptée, appelons un chat un chat, a créé un premier questionnement qui n'a pas conduit, en effet, à l'installation d'un climat de confiance. Même si au plan scientifique, et pas seulement au niveau français, les choses étaient plus compliquées que prévu. Je rappelle que ce virus se transmet sous trois formes, sous forme de particules, dans l'air, c'est un virus à visée respiratoire, sous forme de gouttelettes, et puis sous forme de la transmission cutanée, et que c'est les trois moyens finalement autour de cela. Mais que d'abord on a compris la transmission sous forme de gouttelettes qui peuvent rester dans l'air, ce sont des données qui arrivent fin mars. Un deuxième élément qu'on oublie, mais que le premier papier, je m'excuse de rentrer dans un tout petit peu de science, mais vous verrez que c'est une science que vous allez tous comprendre. Le premier papier qui montre que finalement pour le Covid-19, eh bien, plus de la moitié des patients sont strictement asymptomatiques, c'est-à-dire n'ont aucun symptôme, et que durant la phase où ils n'ont aucun symptôme, ils peuvent parfaitement transmettre, c'est là où ils transmettent, et on admet que les patients strictement asymptomatiques, infectés donc, sont responsables de plus de 50% des infections en général. Bon. Eh bien, c'est un papier de fin mars, qui est paru dans le papier, dans le plus grand journal médical, le New England Journal of Medicine, qui est contesté, qui est fortement contesté, pour montrer que la science, c'est une science en mouvement, c'est une science qui est sur le sable, entre guillemets, et qui, évidemment, à partir du moment où on pense et on sait que ça existe, le masque, du coup, là, rentre en jeu, non pas seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger les autres, puisque les patients asymptomatiques peuvent transmettre. Alors voilà, je pense qu'il aurait été probablement plus simple d'être plus clair et de dire que, d'abord, il y a des choses qu'on ne savait pas, deuxièmement, qu'on n'avait pas suffisamment de masques, et le conseil scientifique, si vous reprenez exactement nos propos, on a conseillé, nous, le port du masque pour les soignants dès notre premier avis, mais en disant qu'on était dans une pénurie de masques et qu'il fallait les réserver aux soignants. Et alors que la question, en fait, ensuite s'est posée pour la population générale. Jean-François Anne Dagnon pose la question suivante. Tu as insisté sur le doute nécessaire aux scientifiques et pour ceux qui envisagent les questions éthiques. Pourquoi n'y a-t-il jamais de débat éthique dans les médias, en France en particulier, par exemple, ce qu'il est en train de faire? Est-ce que tu penses qu'il y a un refus des médias du débat éthique? Alors, oui, très bonne question. Oui, parce que Dieu sait, alors on a peu parlé des médias jusqu'à maintenant, mais Dieu sait qu'aussi c'est un des points assez extraordinaires de cette pandémie, c'est le rôle à la fois positif, mais aussi délétère d'un certain nombre de médias. Qui sont extrêmement présents et qui poussent un certain nombre de nos chers collègues à s'emparer, tout en n'étant pas forcément très spécialistes, et à être très présents sur les médias pour occuper en particulier les plateaux des chaînes de télé en continu, qui trouvent probablement un certain plaisir, sans se rendre compte finalement des questionnements qu'ils vont apporter aux citoyens, qui vont voir passer
5 experts successifs qui vont lui dire tout et son contraire, et le malheureux citoyen est au milieu de tout ça sans exactement savoir qui est un expert, qui ne l'est pas. Donc c'est la raison pour laquelle je pense fondamentalement, et je l'ai demandé d'ailleurs, qu'il y ait une régulation un tout petit peu plus grande, tout en laissant la liberté de la presse, et les médias ont joué un rôle majeur dans l'information. Souvenez-vous, vous étiez tous devant vos écrans télé, parce que d'abord vous étiez confinés entre le 15 mars et le 15 avril, et ils ont joué un rôle fondamental dans l'information. Mais après, il y a eu une déviation où un certain nombre de médias a continué dans l'information, et d'autres sont rentrés plutôt dans la construction du buzz, et de prendre, de construire, et d'opposer, et de mettre en opposition sur tel ou tel sujet. Vous savez qu'en science, il peut y avoir évidemment des oppositions. Elles n'ont pas forcément besoin d'être publicisées, entre guillemets. La science se construit avec cela, et elles n'ont pas forcément besoin d'être forcément mises au plan public, et surtout construites comme telles. Et c'est là où j'en veux un tout petit peu. Alors, il y a 2 sujets. Le conseil scientifique pourrait passer sa vie dans les médias. On est demandé en permanence sur toutes les chaînes, sur tous les infos du matin, du midi, du soir, des différentes chaînes, etc. Et on a essayé de faire un peu attention vous nous voyez, moi le premier, de temps en temps sur un certain nombre de médias, mais on essaie de faire attention, d'essayer de communiquer à des moments que nous jugeons importants, à l'occasion de la sortie de nos avis, ou importants parce qu'il va y avoir un certain nombre de décisions complexes à prendre. Bon. Il y a 2 sujets qu'on n'arrive jamais à faire passer, mais jamais à faire passer, je vous le dis. C'est finalement Covid et grande précarité, alors que fondamentalement, c'est un sujet majeur, puisque la morbidité, mortalité, je vous l'ai rappelé, elle est beaucoup plus grande dans les populations les plus fragiles et les plus économiquement les plus fragiles. C'est très clair, une fois de plus, en Seine-Saint-Denis, dans des régions également défavorisées en province. C'est très très clair. Et ben, ce sujet-là ne passionne pas les médias. Et puis, les enjeux de bioéthique, alors là aussi, il y a eu quand même plusieurs prises de position, y compris du CCNE. On a émis notre premier avis sur les enjeux éthiques de la crise le 13 mars, c'est-à-dire juste avant le confinement, et faisant un certain nombre de recommandations. Et ensuite, il y a eu la vice-présidente du CCNE a poursuivi, il y a eu une activité sur un certain nombre de sujets. On a rendu récemment, à la mi-décembre, l'avis du CCNE sur la stratégie de vaccination, extrêmement difficile à faire passer. Extrêmement difficile à faire passer. Les médias, non, elles sont plus en effet sur des enjeux techniques, ou encore plus, si elles peuvent, sur le buzz et la relation entre science et politique. Merci. Je crois qu'on a une question en visio d'une internaute. Extrêmement difficile à faire passer. Les médias, non, elles sont plus en effet sur des enjeux techniques, ou encore plus, si elles peuvent, sur le buzz et la relation entre science et politique. Merci. Je crois qu'on a une question en visio d'une internaute. Oui, bonsoir Monsieur Delfraissy. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions dans les médias. Je pense que ça aide énormément le citoyen lambda à mieux comprendre la situation et la complexité de la situation. Je m'interrogeais au sujet de ces différentes mutations. Oui, bonsoir Monsieur Delfraissy. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions dans les médias. Je pense que ça aide énormément le citoyen lambda à mieux comprendre la situation et la complexité de la situation. Je m'interrogeais au sujet de ces différentes mutations. Alors, concernant justement cette interrogation... tout d'abord, je voulais vous remercier pour... Il y a des questions courtes, madame. Allez-y. Un problème. Non, mais il y a trop de décalage. Trop de décalage. Alors, malheureusement, je crois qu'il y a un problème de décalage.
Et donc, on ne va pas être en mesure de pouvoir... Pouvez-vous formuler votre question très rapidement, madame? Non, je crois que à mon avis, ça va être un peu difficile. On est en train de se rôder sur un plan technique, hein, donc veuillez nous excuser, mais on va s'arranger pour que ça fonctionne mieux les prochaines fois. Donc, je regarde. Alors, il y avait une question, Jean-François. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, et c'est Brigitte qui pose la question, que le Conseil scientifique, non pas filme ces débats, mais fasse un point quotidien ou tous les 2 jours de l'état de ces débats, de ces interrogations et de ces doutes? Non, c'est une bonne question et un peu un regret. Enfin bon, de façon en effet à faire rentrer ce que j'évoquais tout à l'heure de la démocratie sanitaire et de la confiance. Hein. C'était inimaginable évidemment lors de la première phase et du premier confinement. Hein. On était dans nous-mêmes hein, dans un état de sidération et on a beaucoup travaillé. Je vous rappelle que les membres du comité scientifique sont nommés ad nominem et qui ne sont pas rétribués, hein, pour être clair aussi, hein, qui ne sont pas rétribués. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance, entre guillemets, si la question était posée entre l'État qui paierait, entre guillemets, une équipe de scientifiques pour lui faire dire ce qu'elle a envie d'entendre. Non, là, il n'y a aucun lien. Donc ça nous laisse là aussi une très grande liberté, une très grande autonomie. Ça râle un peu de temps en temps parce qu'on les fait beaucoup bosser. J'ai compté hein, sur... entre le 12 mars et la fin juillet, on a fait plus de 120 réunions. C'est-à-dire il y avait des jours, on était à samedi, dimanche, à 3 réunions par jour, matin, juste en début d'après-midi et le soir après le dîner, hein, en vidéo. Hein. C'est donc énormément de travail. Je vais finir de répondre à Israël à ta question. On peut se dire aussi comment on rédige les avis, comment se construisent nos avis. D'abord, ils se construisent je veux dire, en fonction de l'état de la science et on essaie de récupérer le maximum de sciences que nous pouvons avoir. On peut s'autosaisir, comme je vous l'ai indiqué, ou répondre à des questions posées par le gouvernement. Plus de 2 tiers, c'est de l'autosaisine. Plus de 2 tiers, c'est nous qui gérons le programme et qui faisons le programme, entre guillemets. Bon. Et ensuite, pour être aussi très autonome, mais ça répond à une des questions d'Aurélien, quelle est votre autonomie finalement? Par exemple, initialement, on m'avait proposé d'avoir une IGAS, vous savez, une inspecteur de l'aspect sanitaire ou un conseiller d'État avec nous, qui en général sont de très belles plumes hein, et qui sont des gens très intelligents. J'ai dit non. J'ai dit non parce que je souhaitais qu'on soit pas du tout sous une quelconque dépendance, entre guillemets, de l'État politique. Donc on a travaillé avec de jeunes Sciences Po, j'en ai une à côté de moi, il y en avait une avant, qui nous aide, qui rassemble, qui aide à construire les avis, à récupérer la bibliographie. C'est nous qui écrivons l'ensemble. Hein. On n'a pas de plume, entre guillemets, qui serait portée par 10 de jeunes conseillers d'État ou de la Cour des comptes. Non. Donc il y a une certaine forme d'indépendance de la construction de la pensée que j'ai souhaité parce que j'avais une certaine habitude de ça. Alors après, est-ce qu'on est toujours d'accord ? La réponse est non. Hein, c'est un exercice un peu comme dans la bioéthique, un peu comme dans le CCNE, un peu comme ce qui se construit également au comité d'éthique de l'INSERM, bien sûr. C'est un exercice d'intelligence collective où on arrive sur tel sujet avec telle idée, et puis on entend l'autre, on entend des disciplines différentes, on dit à un modélisateur « tu rêves, mon coco », et il faut la réalité en vrai, elle n'est pas comme ça, ou notre réanimatrice qui comme d'ailleurs vous l'avez vécu à Strasbourg, hein, je me souviendrai toujours de Hila qui, je crois en plein moment de la crise, là, c'est ce que j'évoquais du 9 et du 10 septembre,
me disait qu'elle avait dans sa garde qu'elle avait intubé 16 fois. Enfin bon, c'est extraordinaire quand même, si vous voulez, et qui donc remet les pieds sur table et la vie en vrai par rapport à des gens qui construiraient uniquement des modèles et qui seraient comme tels. Et inversement, l'anthropologue nous dit, et alors, dites-nous finalement quel type de patients il y avait, et c'est les patients les plus précaires du 9-3. Donc voilà comment ça se construit. Alors, on essaie d'aboutir à un consensus que j'appelle dur, c'est-à-dire qu'il y a le consensus mou qui est d'écrire finalement pour que tout le monde soit d'accord et puis on n'écrit pas grand-chose. Et il y a le consensus dur, moi je suis pour essayer d'être pour le consensus dur, où on part de choses difficiles et on arrive progressivement à pouvoir construire une pensée commune. Et puis, de temps en temps, il y a une expression de quelqu'un qui dit « moi, je ne suis pas d'accord », et on le cite en tant que tel, et on cite pourquoi il n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'on a eu tort de ne pas être public dans un deuxième temps? Peut-être, mais enfin, vous voyez qu'on est quelque chose de pas institutionnel, hein. On n'est pas une instance... c'est très bien, j'ai vu que les débats de la FDA étaient devenus publics là, à l'occasion des vaccins, que la NSM allait s'y mettre. Nous, on n'est pas une agence, hein, on est un groupe d'intellectuels qui essaie de construire et de conseiller, et avec des réseaux, c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on a tous des réseaux très importants de scientifiques et de collègues avec nous. Bon, c'est peut-être un regret. Alors, sur les conférences de presse, ça c'est une vraie grande question. Initialement, on avait dit on va faire une conférence de presse régulière. Et puis on s'est, en fait, entre les conférences de presse du gouvernement, la conférence de presse du conseil scientifique, c'était très difficile de trouver notre place. Donc on a convenu finalement qu'on communiquait à l'occasion de nos avis, et c'est ce qu'on a fait en général pour les commenter entre guillemets, ou bien, dans certaines circonstances, comme je viens de le faire là au cours des 2 ou 3 derniers jours, parce que ce sont des périodes où je sens qu'il peut y avoir de la tension et qu'il faut pouvoir éclairer encore un peu plus le politique sur les enjeux qui peuvent se poser, mais aussi éclairer nos concitoyens. Fondamentalement, je le pense, hein, je peux me tromper, mais je pense que, je les remercie d'ailleurs, les membres du comité scientifique, ils ont là comme enjeu de rendre service à nos concitoyens. Alors, une petite question de Catherine. Pourquoi ne pas proposer un confinement des personnes à risque, âgées, malades ou obèses, et laisser vivre à peu près normalement les personnes jeunes, tout en précisant qu'elle fait elle-même partie des seniors, donc des personnes plutôt à risque? Toujours cette question de tension générationnelle. Oui, sur laquelle vous allez discuter au cours de ces journées, qui est une vraie, grande et belle question, hein, mais vraiment très importante et qui doit faire l'objet d'approches différentes parce qu'elle va être avec nous encore dans les semaines et dans les mois qui viennent et elle va devenir de plus en plus prégnante sur la réponse qu'on peut y apporter. Alors, sachez que c'est la position, ce que madame, la proposition que vous faites, c'est ce que propose le conseil scientifique. Relisez ce qu'on a écrit récemment, par exemple dans notre avis du 12 janvier, hein, c'est en toutes lettres, de dire allons prudemment, parce que je pèse mes mots, vers une forme d'auto-isolement, je dirais, spontané et voulu et décidé par la personne, hein. Il est hors de question d'imposer quoi que ce soit. On est là dans le respect, une fois de plus, du choix individuel d'un chacun. Ça veut dire quoi? Et dans le contexte actuel, ça veut dire que c'est d'autant plus justifié que ces personnes doivent bénéficier d'un vaccin, que le calendrier vaccinal ne va pas permettre de vacciner toutes ces personnes tout de suite. On pense aboutir à peu près à 6 à 8 millions de personnes parmi les plus âgées et les plus fragiles pour début avril, et d'avoir vacciné l'ensemble des personnes les plus fragiles et les plus âgées plutôt vers la fin mai. Donc vous voyez qu'on est loin encore d'arriver à une couverture globale. Donc d'ici là, je dirais que pour elles-mêmes, c'est leur dire vous vous auto-isolez. Mais je pense qu'il y a dans le mot auto-isolement volontaire, hein, auto-isolement volontaire, hein, que je sois bien clair là-dessus.
il y a probablement une incompréhension. Pourquoi? Parce que elles le font déjà beaucoup. Hein, elles le font déjà, et les personnes les plus âgées ont peur. Hein, elles ont bien compris le risque qu'elles pouvaient avoir. Puis inversement, elles souhaitent aussi pouvoir conserver un peu de relation avec leurs proches, et c'est là où voilà, il y a une juste mesure probablement à trouver, parce que où est-ce qu'elles se contaminent, les personnes les plus âgées? Eh bien, elles se contaminent chez elles, fondamentalement, beaucoup, puisque elles ont tendance déjà à ne pas trop bouger. Donc, c'est prendre des précautions quand elles ont des visites, le respect des précautions sanitaires. Alors, est-ce que cette stratégie uniquement sur l'auto-isolement des personnes les plus fragiles peut marcher? La réponse est non. La réponse est non. On l'a très bien vu, par exemple, sur ce qui s'est passé en septembre, où la région de Marseille est un très très bon exemple. On a de très belles courbes là-dessus, où on voit la population la plus jeune, avec la rentrée des universités, la fête, etc., ce magnifique début septembre, etc., une contamination chez les plus jeunes, et puis progressivement, les chiffres de contamination qui augmentent chez les personnes les plus âgées, parce qu'il y a une porosité qui existe et qui est très difficile. Il n'y a pas de mur du Mexique possible, et heureusement, c'est ça qui fait que nous sommes des humains, et que la porosité, elle est assez forte entre le milieu générationnel. À l'inverse, on a vu aussi qu'au moment de Noël, des fêtes de Noël, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus opposer trop tout le temps au niveau générationnel, on a vu une grande aptitude et inquiétude des jeunes à dire oui, je vais passer les fêtes de Noël avec mes parents ou avec mes grands-parents, je me fais tester, je fais attention, et vous avez vu que les fêtes de Noël finalement se sont déroulées sans finalement de retentissement important sur les deux populations. Jean-François, tu as été capable, et ça m'a complètement bluffé, de t'entendre au Sénat. Tu as été capable de dire « je ne sais pas ». Tout médecin sait qu'il se retrouve, même s'ils ont parfois du mal à l'avouer, dans des situations où il ne sait pas. Et ma dernière question va être la suivante. Est-ce que tu penses que le grand public peut accepter un « je ne sais pas » ? Alors, c'est une très belle question, une très difficile question auquel on pourrait répondre ensemble, Israël. Hein. Moi, c'est qui dépasse Covid. Hein. Il se trouve que, mais comme beaucoup de médecins, hein, mais j'ai eu affaire avec ces grandes pandémies, forcément, on ne savait rien au départ. Hein. J'ai donc démarré ma carrière hospitalière alors que je revenais des États-Unis du NIH, où j'étais plutôt un immunologiste fondamental. Hein. Et je suis revenu en France au moment de la période SIDA des années 84-85. Et on ne savait rien. Donc j'ai appris à me construire. C'est une génération qui s'est construite de médecins dont les patrons ne savaient pas plus qu'eux, donc il n'y avait plus de patrons, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, et où on a doucement mais sûrement pris le pouvoir, et on l'a pris avec les activistes qui en savaient plus que nous, avec ACT UP, avec toute cette génération-là. Ce qui nous a appris à accepter et à pouvoir dire aux patients qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. Et ça s'est poursuivi après, et au fur et à mesure que la science a repris, l'arrivée des antirétroviraux dans le VIH, d'autres choses, et c'est la même chose d'ailleurs pour Covid. Il y a une science en construction, il y a une science qui est mouvante, il y a une science qui est du sable, et puis au fur et à mesure, elle se solidifie, et on est capable de donner des réponses. Donc je pense que le patient, enfin en tout cas dans le dialogue médecin-patient individuel, il peut entendre qu'un médecin lui dise « je ne sais pas ce que vous avez, ou je ne sais pas comment exactement je vais vous prendre en charge,
D'abord, c'est une décision qui va être de moins en moins individuelle, et elle l'est, c'est une très bonne chose. On a tous, dans toutes les spécialités des RCP, qui font que la décision, elle est de plus en plus, je dirais, au sein d'un groupe, et on peut s'appuyer sur le groupe. Mais de toute façon, on va revenir à la relation individuelle que peut avoir le médecin avec son patient, et je crois qu'il est capable de l'entendre. Inversement, si on ne s'arrête là, en lui disant « je ne sais pas ce que vous avez comme diagnostic, je ne sais pas ce que je vais vous donner comme traitement », je comprends aussi que le patient qui vient vous voir, évidemment, se dise « mais attendez, je suis tombé sur quelqu'un qui ne sait rien, et il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre ». Et c'est humainement tout à fait intéressant, et tout à fait normal. Donc il faut pouvoir dire qu'on ne sait pas, mais qu'on va tout faire pour avoir l'étape suivante. C'est-à-dire aboutir à un diagnostic et que lui donner un programme, mais c'est la vie d'un médecin, ça, c'est clair. Et puis aussi le faire au niveau de thérapeutique, lui expliquer les enjeux qui peuvent se poser. Alors, est-ce qu'on peut le faire quand on quitte le dialogue entre le médecin individuel, ce magnifique dialogue entre le médecin et son patient qui relève fondamentalement, une fois de plus, sur la confiance? Est-ce qu'on peut le faire, je dirais, au sens public du terme? C'est-à-dire indiquer à un moment donné, devant à une population qu'on ne connaît pas, qui ne vous connaît pas, et est-ce qu'on peut lui dire qu'on ne sait pas? Ben écoutez, je ne veux pas me refaire. Moi, je pense qu'on peut le dire. Et je pense qu'il faut dire ces incertitudes, qu'on va les lever, que la science est en mouvement. Mais je pense fondamentalement que essayer de faire approcher à nos concitoyens la part de vérité qu'on sait ou qu'on ne sait pas est un élément fondamental de la construction de la confiance. Et je le redis, et je sais que tu le partages, Israël et Aurélien aussi, et les journées de Strasbourg en sont un très bon exemple. Nos concitoyens, les Français, sont toujours beaucoup plus intelligents qu'on ne le croit, et la majorité des Français en ce moment est dans l'inquiétude. Eh bien, en leur disant des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas, il faut les lever à passer cette phase d'inquiétude. Merci Jean-François Delfraissy, vous nous offrez une belle conclusion. Je pense que tout au long de la semaine, nous allons continuer à évoluer sur ces questions-là qu'on a balayées avec beaucoup d'intérêt. Et donc merci beaucoup, je sais que votre temps est compliqué et rare en ce moment, donc merci de nous avoir accordé ce moment, et je pense que c'était très important de pouvoir échanger avec vous, donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Et bonsoir à vous tous, bonne semaine, mais j'écouterai des choses et on se revoit. Il y a des sujets passionnants. Et je reviendrai d'ailleurs, je crois, lors d'une réunion sur la relation entre science et politique. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci aux internautes qui nous ont suivis, avec parfois quelques péripéties techniques, mais qui seront vite réglées. Donc nous vous donnons rendez-vous demain matin à 10h pour évoquer ensemble l'histoire des épidémies, toujours en direct sur le site du Forum européen de bioéthique. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tout le monde.